À quoi auraient pu ressembler les monuments célèbres? De tout temps, les humains ont construit de fantastiques monuments dédiés à leurs semblables. Certains de ces monuments existent depuis si longtemps que nous y sommes habitués, mais certains ont failli ne pas ressembler à ceux que nous connaissons aujourd'hui. Des architectures alternatives ont été proposées pour presque toutes les structures que vous connaissez, allant d'une version gothique du Taj Mahal à l'intégration d'un visage humain dans l'immensité du mont Rushmore et autant d'idées farfelues que le projet de la Maison Blanche. Vous ne me croyez pas? Préparez-vous à découvrir le projet le plus audacieux, le plus cool et le plus fou qui aurait pu être mis en œuvre pour la construction de nos monuments célèbres. Audacieux design. Innover en présentant un dessin audacieux, l'exposition universelle est une étape importante de l'histoire de l'architecture. Lorsque les villes sont choisies pour accueillir l'événement, elles ont tendance à commander des structures incroyables et étonnantes qui redéfinissent leurs horizons. Ainsi, c'est à l'exposition universelle que nous devons des monuments comme le Space Needle de Seattle ou l'Atomium de Bruxelles et l'énorme guillotine de Paris. Enfin, excusez-moi, je voulais bien entendu parler de la Tour Eiffel. À la base, un des projets, en effet, représentait une version géante de cette conception destructrice de tête. Lorsque Paris a décroché l'organisation de l'exposition universelle en 1889, les Français, pour célébrer l'occasion, souhaitent un nouveau point de repère. 700 projets ont été soumis pour étude avant que celui de la tour de Gustave Eiffel ne soit choisi. Un de ces projets était un phare géant de près de 305 mètres de haut en granit massif. Son concepteur a affirmé que son monument comporterait des lumières tellement puissantes que presque tout le monde à Paris pourrait lire en pleine nuit. Imaginez vivre juste à côté en essayant de dormir. Le vrai chef-d'œuvre étant cependant ce projet pour une énorme guillotine en plein centre de Paris. La guillotine rappelait la Révolution française, pendant laquelle les Français ont utilisé ce dispositif mortel, entre autres, pour se débarrasser de la famille royale et de nombreux membres de la classe dirigeante. Bien que nous n'ayons jamais connu la hauteur prévue pour cet ouvrage, il aurait été assez grand pour faire transpirer la Statue de la Liberté si elle ne se rangeait pas en faveur du peuple français. La dinde du Capitole. À bien des égards, le Capitole est un symbole de la démocratie américaine. Il abrite le Congrès depuis plus de 120 ans et le témoin des serments prêtés par tous les présidents élus et de l'écriture des lois de la nation. Et pourtant, il a failli ressembler à un fast-food spécialisé dans le poulet frit. En 1792, Thomas Jefferson a proposé la mise en place d'un concours d'architecture pour la conception d'un bâtiment du Capitole qui n'était pas encore construit. Jefferson étant lui-même architecte, il pensait qu'il pourrait choisir un design qui plairait à l'un de ses prédécesseurs, le tout premier président des États-Unis, George Washington. Mais il y a une proposition qui ne l'a certainement pas impressionné, celle de l'architecte amateur James Diamond. Alors que son dessin du bâtiment était assez correct, une malheureuse irrégularité sur le toit censée représenter une girouette météo allait tout gâcher. Non, ceci n'était pas un poulet, mais était une pigargue à tête blanche. Oiseau géant à l'allure ridicule qui n'a pas retenu l'attention de Washington. Et en 1793, le design de William Thornton, qui, selon eux, exprimait la grandeur et la beauté, a été retenu. Voici un fait amusant pour vous. Lors du choix de l'oiseau qui représenterait la nation américaine, Benjamin Franklin défendit l'idée de Diamond et son oiseau ridicule. L'éléphant du triomphe. Revenons à Paris, sophistiqué et élégant. Et non, ne vous inquiétez pas, rien d'aberrant, comme construire une chaise électrique à la place du Louvre ne sera pas proposé. Parlons à présent de l'Arc de Triomphe. Commandé par Napoléon en 1806, en commémoration et célébration des nombreuses victoires militaires de la France et des siennes par la même occasion, il a été achevé en 1836 et témoigne alors de l'esprit durable du peuple français ainsi que de l'ego de Napoléon. 45 ans plus tôt,
Une autre conception était prévue à sa place, l'éléphant triomphal. Ce monument absolument phénoménal représentant un éléphant aurait comporté un escalier en colimaçon menant au ventre de l'animal ainsi qu'un système hydraulique complexe afin qu'il recrache en permanence de l'eau par sa trompe. Sa hauteur n'aurait été que de 10 mètres environ, soit 40 mètres de moins que l'arche. Mais il aurait été grandiose par sa décoration intérieure extravagante et son jardin. Malheureusement, le design a été rejeté par le gouvernement français. Cependant, Napoléon s'en est peut-être inspiré lorsqu'il a commandé le monument de l'éléphant de Bastille, qui n'a jamais pu être terminé. Il se serait trouvé qu'à 15 minutes du parc du Moulin Rouge, qui a également été utilisé pour présenter une statue d'éléphant géant. D'où vient cette obsession pour les éléphants? Vous pouvez sûrement vous dire qu'il n'était qu'une lubie de la fin de la Renaissance pour les Français, soit perçu comme cet animal noble et fort. Il est assez étonnant de penser que l'horizon de Paris aurait pu avoir l'air complètement différent de ce qu'il est aujourd'hui. Des éléphants géants, des guillotines massives. Cela ressemblerait plus à une hallucination qu'à un paysage urbain. Le mont Rushmore. D'une hauteur de 18 mètres, il est dédié au plus important président américain et a été achevé au bout de 14 exténuantes années. Chaque visage était creusé et sculpté dans la montagne à la main. Mais techniquement, il n'est que partiellement terminé. Le projet a commencé en 1927 sous la supervision de Gutzon Borglum. Il était obsédé par l'idée d'un monument dédié aux grands hommes de l'histoire américaine et avait initialement voulu inclure les corps des hommes dans la paroi rocheuse. Ainsi, juste si quelqu'un pense qu'il pourrait être torse nu, il se trompe car Borglum prévoyait d'y inclure toute l'histoire de l'Amérique. Mais le Congrès a réduit le projet, reconnaissant que l'architecte allait trop loin. Cependant, après le début de la construction, l'ajout d'un visage supplémentaire a été proposé, celui de Susan B. Anthony, importante défenseuse des droits de la femme. Cette idée était si populaire qu'un projet de loi a été rédigé et que la première dame Eleanor Roosevelt a écrit en personne à Borglum défendant l'idée. Alors pourquoi Susan B. Anthony n'apparaît pas sur la montagne aujourd'hui? Avant tout, Borglum était un misogyne et il s'est battu bec et ongles pour qu'aucune femme ne soit présentée sur sa montagne très virile. Mais également, le temps a été une autre raison. Le monument avait déjà mis 14 ans pour être taillé et l'ajout de Suzanne aurait prolongé le temps à 17,5 années. Y compris que les corps auraient peut-être doublé s'il voulait inclure l'ensemble de l'histoire américaine. Peut-être qu'il y travaillerait encore à ce jour. Qu'en pensez-vous? Cette brave Suzanne aurait-elle dû être gravée sur cette montagne? Et s'il avait pu choisir quelqu'un d'autre à immortaliser, qui serait-ce? Elvis Presley? Michael Jordan? Hulk Hogan? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous et assurez-vous de vous abonner pour un contenu plus étonnant. L'énigme du Taj Mahal noir. En Inde, le Taj Mahal est l'un des monuments les plus reconnaissables et plus appréciés au monde. Mais son marbre immaculé cache un sombre secret. L'ancien empereur mongol de l'Inde, Shah Jahan, était un grand amateur de grande architecture. Il est à l'origine de plusieurs structures grandioses comme le Wazir Khan ou la Jama Masjid. Lorsque son épouse bien-aimée, Mumtaz Mahal, décède en 1631, il eut tellement le cœur brisé qu'il commanda un immense projet qui sera son mausolée. Il fut construit en 22 ans. Le Taj Mahal est une merveille d'ingénierie et a été construit de façon à obtenir une symétrie parfaite, à tel point que certains historiens pensent qu'il est incomplet. Pourquoi? Parce qu'il y en a un seul. En 1640 et 1655, Jahan a commencé la construction du second monument sur la même base que le premier, de l'autre côté de la rivière. Celui-ci aurait été identique au premier en tout point, sauf pour son matériau principal. En effet, à l'inverse du marbre blanc, celui-ci aurait été en pierre noire et était destiné à être son mausolée. Malheureusement, après son décès, ses enfants étant plus préoccupés par son héritage qu'autre chose, le projet a été abandonné.
En parlant de sombres destins, les tours quadruples. Le 11 septembre 2001 a été un jour sombre pour la ville de New York. Une attaque contre le World Trade Center a dévasté les tours jumelles mesurant près de 548 mètres de haut et a laissé une énorme marque dans l'histoire américaine. Il a finalement été décidé qu'un nouveau World Trade Center serait construit non loin du site d'origine. À l'issue d'une intense compétition et après que plusieurs projets aient été proposés, ce fut Some Industries qui remporta le marché. Foster & Partners avait proposé une horrible et imposante conception de protection solaire qui avait plus d'angles qu'un cours de géométrie. Shigeru Ban, quant à lui, présenta sa création, à savoir un immeuble déstructuré, tout droit sorti d'un jeu vidéo ou d'un film et dont Spider-Man pouvait se servir comme support. La cerise sur le gâteau sera le concept de Meyer Partners, car le nouveau design n'aurait comporté non pas un ou deux, mais 5 tours d'environ 305 mètres chacune, reliées entre elles par des ponts de gratte-ciel, assimilant cet ensemble à une série d'énormes hashtags. Les concepteurs l'ont admis, mais ont rétorqué que ce signe favorisait l'harmonie, la stabilité et la dignité. C'était à une époque bien avant que Twitter existe. Des ziggourats loufoques. Quand vous imaginez le mémorial de Lincoln, quel adjectif vous viennent à l'esprit? Probablement stoïque, fier et digne. Non pas horrible, imposant ou occulte. Car heureusement, certains projets n'ont pas été retenus. L'un assez loufoque comportait une pyramide géante à l'aspect égyptien antique et un autre inspiré d'un bâtiment de style Parthénon ancien. Un manque réel d'originalité. Le pire et plus effrayant d'une imposture fut les ziggourats de Lincoln. Ce projet ayant comme modèle des édifices religieux faits de superposition de plateformes de dimensions décroissantes avec une plus petite comportant une chapelle au sommet, trouvant son origine en Mésopotamie. Ceci donnait un résultat un peu trop menaçant pour un mémorial si vous voulez mon avis. Imaginez la statue géante de Lincoln perchée au sommet, vous regardant, ceci serait plus terrifiant qu'inspirant. D'environ 30 mètres de haut, soit un immeuble de 9 étages avec une entrée située sur sa base, nous pouvons imaginer, bien que rien n'ait été représenté à l'époque, que l'intérieur comporterait une chambre sacrificielle où chacun offrirait son premier-né au grand seigneur Lincoln. Effrayant. Ils ont finalement choisi un mémorial au style beaucoup moins ostentatoire que nous connaissons tous aujourd'hui et qui fut dévoilé et inauguré le 30 mai 1922 par l'ancien président William Taft. Je suis sûre qu'il imaginait déjà un mémorial géant à sa gloire. Mais non, désolé Taft, pas encore. Le pont de Mario Kart. Le pont de Londres est une magnifique et emblématique pièce d'architecture. Depuis plus d'un siècle, il a été un des monuments les plus durables et déterminants de Londres. Sauf qu'il ne s'appelle pas le pont de Londres, mais le Tower Bridge. Cette dalle de béton ennuyeuse et insignifiante est un pont de Londres. Ne soyez pas mal à l'aise, cette erreur de nom est assez courante et ne se produirait pas si le Tower Bridge avait été conçu selon un autre projet. Ce pont incroyablement unique proposé par F.J. Palmer au XIXe siècle ressemble à une figure fantaisiste en forme de 8, mais on dirait qu'il a été sorti directement d'une piste du jeu vidéo Mario Kart. Donc, supposons que vous n'avez pas de coquille rouge à affronter pendant votre traversée du pont. À quoi cela servirait-il ? Chaque côté du pont comporte 2 sections rétractables. Ainsi, si un navire devait passer, une section se rétracterait, libérant une entrée au centre de la boucle pour y insérer le navire. Puis, une fois ce procédé terminé, l'autre extrémité pouvait également se rétracter. Un navire pouvait donc traverser sans interrompre le trafic sur le pont. Ceci peut sembler bien complexe, mais beaucoup plus sécurisé pour les usagers de la route que le pont actuel qui stoppe le trafic à chaque passage de navire.
Alors, pourquoi cette conception a été rejetée? Sûrement à cause de sa complexité. La construction du Tower Bridge que nous connaissons aujourd'hui a nécessité 8 années, 70 000 tonnes de béton, 10 000 tonnes d'acier et 432 ouvriers de 5 entreprises différentes. Il est bien possible que la création de 4 ponts expérimentaux aurait duré bien plus de temps, mais cela reste une théorie. Quel est votre avis sur le sujet de cette conception? Faites-le moi savoir dans les commentaires. La contrefaçon de la liberté. La statue de la liberté est l'un des symboles américains les plus emblématiques qui soit. Mais si je vous disais que cette grande dame de 46 mètres n'était pas du tout destinée à incarner l'Amérique, mais plutôt l'Égypte. En effet, lors de sa visite en Égypte en 1855, l'égocentrique Auguste Bartholdi n'a nullement été impressionné. Il s'est plutôt senti jaloux. Il devait avoir dans son pays une statue aussi grande que celle d'Abou Simbel. Il dit un jour « Les Américains croient que la liberté illumine le monde. En réalité, c'est mon génie. » Il n'est pas étonné que le gigantisme des statues ne l'ait pas impressionné, étant donné la taille de son ego. Auguste s'est finalement mis au travail en concevant une statue de 26 mètres de haut sur un piédestal de 15 mètres, représentant un fermier égyptien et appelé Égypte portant la lumière de l'Asie. Elle était censée démontrer l'industrialisation de l'Égypte et est beaucoup plus modeste que la statue de la liberté. Elle aurait revêtu un niqab rougeoyant et était destinée à se tenir au canal de Suez que l'Égypte venait de terminer récemment. Ce canal est encore aujourd'hui d'une importance capitale pour l'Égypte, car des milliers de navires le traversent chaque jour, rapportant au pays des milliards de dollars. Alors pourquoi cette grande dame n'est pas là pour les accueillir? Sûrement pour le coût qu'aurait engendré cette nouvelle statue dans un pays déjà endetté à hauteur de plus d'1 milliard de livres pour le projet du canal. Et puis, des statues, ils en avaient déjà des centaines. Bartholdi, rapidement agacé par tout ceci, a paresseusement utilisé le même design lorsque la France lui a commandé cette statue pour l'équivalent des 6,7 millions de dollars pour finalement l'offrir à l'Amérique. Le fiasco de la Maison Blanche. La Maison Blanche est également un bâtiment emblématique américain. Il a abrité plus de 46 présidents et 2 fois plus de chiens présidentiels et est le siège du pouvoir de l'une des nations les plus puissantes de l'histoire moderne. Il est donc logique que sa conception ait entraîné des délibérations. George Washington était l'organisateur et le juge du concours remporté par l'architecte irlandais James Hoban, qui, ne le dites pas à Washington, s'était inspiré de la maison Leinster de Dublin, sa ville natale. Plusieurs autres conceptions étaient intéressantes, comme celle soumise par Philip Hart, mais cette architecture carrée n'était pas assez sophistiquée ou élégante pour l'ancien président. Voici un croquis qui vous rappellera celui rejeté de Diamond pour le Capitole. Il est original, mais les escaliers sont maladroitement positionnés loin de l'entrée. Attendez, accrochez-vous et revenez une photo en arrière. Sérieusement, James, laisse partir le poulet. Le père fondateur et futur président Thomas Jefferson, initialement architecte, a soumis ce design influencé par le style classique européen. Il n'a pas remporté le concours, mais sa fonction de président quelques années plus tard lui a permis d'améliorer quelque peu le bâtiment pour l'installation d'une cave à vin et de 2 cabinets de toilette à l'étage. C'est sûrement lui qui était gagnant finalement. Le Burj Khalifa. Connu pour être le plus grand haut de gratte-ciel du monde, culminant à 828 mètres et 140 étages, en 2014, le concepteur voulait créer la plus grande installation artistique du monde en enveloppant le bâtiment d'un tissu super léger. Cette création aurait porté le nom d'Exoburj, le tissu imitant la propre façade réfléchissante du Burj Khalifa, permettant de loin de refléter le paysage urbain de Dubaï et de près le spectateur le plus proche. Des structures de soutien en forme d'éventail auraient provoqué
un effet de cascade en gardant le matériau en place, le transformant ainsi en plus grand miroir du monde. Ce que tous les oiseaux locaux ont certainement apprécié. En tenant compte des dimensions du Burj Khalifa, le voile aurait dû être de 22 632 mètres carrés, soit l'équivalent de 2 pâtés de maison entiers de la ville de Manhattan. Alors pourquoi ce bâtiment n'est pas devenu un tube réfléchissant géant? Question de budget, encore une fois. La direction du Burj Khalifa a annoncé cette année-là qu'il leur était difficile de maintenir la climatisation et les ascenseurs en marche, donc donner au bâtiment le plus grand voile de mariée du monde n'était probablement pas dans leurs préoccupations. L'obélisque de Washington. L'obélisque de Washington est aujourd'hui l'un des monuments les plus élégants, simples et durables de l'Amérique. Sa simplicité n'est pas une mauvaise chose, mais il n'est pas destiné à être si discret. La conception de ce monument en l'honneur du père fondateur de l'Amérique, George Washington, a été soumise à un concours remporté par l'architecte Robert Miles. Ceci le rendu fou. Il proposera initialement en 1936 une énorme structure presque religieuse. La base était un grand temple de style classique d'environ 76 mètres de diamètre et 30 mètres de haut. Du centre émergeait une immense colonne de 152 mètres de haut avec, au-dessus de l'entrée principale, une statue de Washington chevauchant une calèche. Alors, qu'a-t-il bien pu se passer? L'organisateur du concours, à savoir la Société nationale du monument de Washington, s'est appuyé sur les fonds publics pour le financement. Seulement ces projets ambitieux et gigantesques, estimés à plus d'1 million de dollars à l'époque, environ 30 millions de dollars aujourd'hui, n'étaient pas à la portée du budget prévu. La construction n'a même pas commencé avant 1848. Ainsi, 12 ans après la motivation financière et l'enthousiasme pour le projet s'était un peu essoufflé. 40 ans après le concours, en 1876, le Congrès a dû intervenir car le monument était toujours inachevé. À ce moment-là, Miles était décédé depuis longtemps et c'était peut-être mieux. Quand le Congrès a repris le projet en main, ils en ont réduit sa conception afin d'arriver à le terminer à moindre budget. Alors qu'il se situe maintenant à un niveau impressionnant de 169 mètres, c'est encore 14 mètres de moins que ce que Miles envisageait. En comparaison à ce qu'il aurait pu être, le monument de Washington ressemble aujourd'hui plus à un cure-dent. La maison dangereuse de Sydney. L'Opéra de Sydney est un bâtiment atypique et reconnaissable par la population du monde entier. Qu'on l'apprécie ou non, on ne peut pas nier que sa conception est originale, marquante et unique en son genre. C'est pourquoi c'est si bizarre d'apprendre que non seulement il aurait pu avoir l'air différent, mais c'était l'opposé total du bâtiment que nous connaissons aujourd'hui. En 1956, le concours international pour la conception de l'Opéra international a été ouvert et remporté par l'architecte danois John Utzon. Joseph Marzella, architecte américain, est arrivé à la 2e place avec cette ébauche. Sa conception brutaliste est faite d'angles vifs et provoque une sensation plus puissante et intimidante. Vous savez exactement ce que vous voulez pour l'opéra. Plus sérieusement, même s'il était intéressant, ils ont choisi le premier concept et l'ont réalisé. L'entrée de Hudson dans la compétition était tout aussi audacieuse que celle de Marzella, mais en comparant les deux modèles, elle semblait plus légère, plus libre et plus ludique. Je ne sais pas si le design actuel pourrait sembler plus léger ou plus moelleux, à moins qu'il ne soit en pâtisserie. Je parie que l'acoustique à l'intérieur serait terrible. La vie sous cloche. Les années 60 ont marqué de grands changements pour l'Amérique. La musique devenait plus expérimentale, les jeunes se convertissaient au style hippie et des fous super méchants essayaient d'enfermer les villes dans des boules de neige en verre. Non, je plaisante pas. En 1960, l'architecte excentrique R. Buckminster Fuller a eu l'idée incongrue de bâtir un dôme géant en verre au-dessus de Manhattan. Il aurait été composé de verre incassable et aurait atteint une hauteur de 1,6 km pour un diamètre de 2,9 km, soit de la 62e à la 22e rue. Dans la vision de Fuller, le dôme ressemblerait à un hémisphère étincelant.
selon moi plutôt un danger pour les usagers de la route. Alors, quels seraient les avantages de vivre sous un dôme? Selon Fuller, ceci maintiendrait les villes à une température régulée confortable toute l'année, économiserait à la population des frais de chauffage à hauteur de 80% et supprimerait l'effet de déneigement économie qui aurait financé le coût du dôme en 10 ans. Alors que les calculs exacts sur ce coût sont inconnus, aujourd'hui la ville de New York paye 1,8 million pour 2,5 cm de neige enlevée. Maintenant, pour être totalement juste, le vieux Bucky n'était pas totalement fou avec son idée. Il a reconnu que le projet ne serait sûrement pas financé, mais que ce serait tout de même un excellent moyen de concevoir des villes à l'avenir. Qu'en pensez-vous? Aimeriez-vous vivre dans une sorte d'aquarium géant? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Le Christ transporteur. Depuis qu'il a été terminé en 1931, le Christ rédempteur, ou Cristo Redentor, est sans doute devenu le monument le plus connu du Brésil. Mesurant près de 30 mètres de haut, la statue est connue pour ses bras ouverts et chaleureux de 27 mètres d'envergure, soit quasiment 3 autobus scolaires. La statue a été commandée par un groupe de Brésiliens qui craignaient, après la Première Guerre mondiale, que le Brésil devienne une nation moins pieuse. Ils considéraient cette statue comme un moyen de récupérer Rio au nom du christianisme. La conception originale du Heitor da Silva Costa avait Jésus portant une énorme croix dans une main et un globe dans l'autre. Mais les gens à l'époque se moquaient de la maquette en la surnommant « Le Christ a une balle dans la main ». Da Silva Costa a finalement fait équipe avec un homme nommé Carlos Oswald et ensemble ils ont décidé que le Christ lui-même devait représenter la croix. Après ce petit coup d'œil dans un monde alternatif sous un dôme, avec un poulet sur la Maison Blanche ou un mont Rochemort inachevé, quel est votre design préféré par rapport à ceux que nous connaissons aujourd'hui? Faites-le moi savoir dans les commentaires et merci d'avoir regardé.